Bienvenue sur TV Liberté, Éric Morillo. On le connaît comme journaliste présentateur sur CNews, animateur sur Sud Radio et également pour Les Incorrectibles sur YouTube. Et il rejoint TVL pour animer Bistrot Liberté. Anne Mansouré, bonjour. Bonjour. Vous m'intriguez beaucoup. Écoutez, je dois dire. Nous avons commencé à nous connaître il y a peu de temps. Vous m'avez raconté beaucoup de choses d'une vie qui est tout en contraste. Un exemple plus récent, vous avez été longtemps élu socialiste, vous vous dites de gauche. On verra en quoi ça correspond aux propres critères que j'ai de la gauche. Et en même temps, vous avez appelé à voter pour Marine Le Pen, pour des raisons que nous allons voir et qui sont très structurées, je dirais, mais tout votre personnage l'est beaucoup. Et pourtant, les contrastes sont multiples. Il y a aussi le fait que vous êtes né en Iran, d'un père iranien, mais non musulman. De culture islamique. De culture islamique, mais non musulman. Pas du tout, enfin profondément athée. J'ai encore chez moi un petit singe, enfin ça tient de la gargouille et du singe d'ailleurs, qu'il m'avait offert quand j'ai eu 12 ans, en m'expliquant que c'était mon ancêtre et que donc on était tous des descendants du singe, et que ceux qui racontaient autre chose étaient quelque part des diseurs de sottises. De boniment, voilà. Votre mère était belge ? Oui. Bruxelloise ? Non, liégeoise. Liégeoise. Oui. Ah diable. Oui. Liège. Wallonne. Bon, alors c'est pas du tout la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Nous en avons parlé à ce micro déjà. Il y a beaucoup de Belges d'ailleurs, le rôle est important, mais vous n'êtes ni belge ni iranienne. D'ailleurs, pour vous, les appartenances sont autres que les appartenances nationales, si je comprends bien. Vous allez aussi nous dire pourquoi. Et vous avez été élevé en Iran pendant une dizaine d'années, mais avec une éducation que vous avez voulu très catholique. Enfin, c'est pas moi qui l'ai voulu, hein, c'est le hasard de... Mais enfin, vous avez confirmé. Sans les hasards de la vie, je suis née en 1945. Autant vous dire que on ne se précipitait pas pour partir en Iran au lendemain de la guerre qui venait de se terminer. Et ma mère ne souhaitait pas me confier, j'étais l'aînée de la fratrie, ma mère ne souhaitait pas me confier à une nanée, comme on disait, locale, pour des raisons pas tellement hygiéniques, mais surtout pour des raisons culturelles, on va dire. Bon. Et donc elle avait passé des annonces dans la PQN francophone, dans la presse quotidienne nationale francophone, donc en fait en France, au Canada et en Belgique, pour trouver quelqu'un qui serait d'accord de venir s'occuper de moi. Il n'y a pas eu bousculade au portillon, si je puis dire, puisqu'il n'y a eu qu'une personne, une certaine demoiselle Joséphine Brochard, qui a débarqué un jour sur le tarmac de l'aéroport de Téhéran. Et lorsqu'elle s'est aperçue que le nourrisson dont il s'agissait qu'elle s'occupe n'était ni baptisé ni doté d'un prénom chrétien, elle a fait demi-tour et elle a menacé de prendre l'avion suivant. Moyennant quoi, mes parents, totalement affolés, étaient prêts à passer par n'importe quel trou de serrure pour qu'elle reste. Et donc, on nous a expédié séance tenante, moi-même à l'état de nourrisson, la Joséphine Brochard, mon père, ma mère. Et on avait pris d'ailleurs une des bonnes sœurs de l'institution Jeanne d'Arc de Téhéran, qui devait faire la seconde marraine. Donc j'ai été dotée de 2 marraines, ma nounou, enfin ma nanny, et la bonne sœur. Sont toutes les 2 mortes depuis, bien sûr. Et on m'a donné le prénom, à ce moment-là, de Anne. On a mis Anne devant Mansouré,
Alors Mansouri avec une H. Avec un H, oui, qui était le prénom qui... Alors on va dire que ça pourrait vouloir, en français, ça peut être Victoria si on a des ascendants royaux, Victorine si on est plutôt porté sur la cuisine. C'est une question de culture, mais enfin c'est le féminin de Victor. Voilà. Et c'est dans ce cadre... au fond, beaucoup moins religieux qu'il n'en a l'air, que vous passez vos premières années, mais vous êtes scolarisé assez vite, déjà chez des sœurs, ces fameuses sœurs dont vous nous parlez à Téhéran. C'est les fameuses sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc. De Sainte-Jeanne d'Arc. Et puis, quand je suis arrivée à un âge auquel il était de bon ton à l'époque d'envoyer ses enfants faire leurs études en Europe, Quitter Londres, très souvent, pour les Iraniens, non? Oui, enfin, pas seulement en Iran. Bon, les Libanais allaient plus volontiers aux États-Unis, mais en tout cas, il fallait apprendre l'anglais. Et moi, je me refusais à apprendre l'anglais autrement que comme seconde langue. Et je voulais absolument... dans l'intervalle, j'étais tombée amoureuse de D'Artagnan. Donc, je voulais aller rejoindre en France l'homme de ma vie. Qui dira le rôle de D'Artagnan des Trois Mousquetaires? Oui. Pour faire connaître et aimer la France, y compris par des Français. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi j'avais été aussi frappée par le personnage de D'Artagnan, parce que pour moi c'était à la fois tout l'aspect historique et monarchique de la France telle que je l'imaginais, et en même temps il avait un côté extrêmement brave. Et la bravoure m'a toujours bluffée. Moi j'ai toujours été impressionnée par la bravoure, parce que c'est pour moi quelque chose de très viril. Les femmes ne sont pas braves, les femmes sont courageuses. Et il y a une nuance importante. J'ai toujours prétendu que les femmes étaient plus courageuses que les hommes et que les hommes étaient plus braves que les femmes. Donc j'avais tout pour tomber amoureuse de D'Artagnan. C'est-à-dire qu'ils vont chercher le danger, c'est ça qui fut fait. Oui, c'est une... c'est un comportement, c'est un regard que l'on porte sur l'adversité quelque part. Et la femme, elle endure, alors que l'homme, il prend les devants. Voilà, c'est évidemment très schématique. Attention, vous allez essentialiser. L'homme est tel et la femme est telle. Ah, mais moi, je ne suis pas du tout féministe. Hein. Je vois. On va y revenir. Je ne suis pas féministe du tout. Parce que pour une femme de gauche que vous êtes et vous opiniâtrez à être, vous êtes très réservé sur le féminisme. Sur le féminisme. Un certain abus de l'avortement, nous allons voir. Vous êtes même signalé par des articles dans la presse sur le sujet. Mais restons un peu en Iran, parce que vous quittez l'Iran vers 10 ans, donc choisissant plutôt Paris. Voilà, et je vais chez les bonnes sœurs. De Saint-Augustin, chez les chanoinesses régulières de Saint-Augustin, qui ont eu l'honneur insigne d'élever également des Ségolènes royales, des Martine Aubry, toutes sortes de gens très, très fréquentables à mon sens. Voilà, qui m'ont donné, qui ont terminé ce qu'avait entrepris ma nounou, laquelle nounou était, on dit maintenant nounou, à l'époque on disait nanny, mais c'est plus haut de gamme, on va dire. Bon. Mais à l'époque, elle m'avait donc fait baptiser, et ensuite elle m'a appris des choses qui pour moi ont été essentielles dans la vie. J'ai l'habitude de dire que cette jeune femme a été d'une certaine façon la pierre angulaire de ma personne, de ma personnalité. Forte femme apparemment. Oui, mais elle n'a pas eu peur de venir quand même à Téhéran en 1945, alors qu'elle était vierge. Et de demander votre baptême. Et de demander mon baptême. Mais en revanche, pour elle, il y avait des choses qui étaient plus importantes que ce qui était disons la culture et surtout la tradition en Iran, c'est-à-dire beaucoup de superficialité, un goût très naturel et en même temps sophistiqué pour le beau. La beauté est érigée en vertu en Iran. C'est vraiment quelque chose de très important. La beauté sauvera le monde. Oui, mais alors... C'est aussi russe d'ailleurs. Il y avait une contradiction que j'ai ressentie très très jeune entre disons l'intérieur et l'extérieur. Et très vite, mes compatriotes iraniens m'ont paru
extrêmement superficielles dans leur recherche justement de l'esthétisme. Ce qui est à la fois vrai et faux, parce que finalement ça s'est assez bien mélangé, parce que arrivé à l'âge mûr, je trouvais qu'il n'y avait pas plus beau que la laideur. Donc vous voyez, on sait, je suis retombée sur mes pieds en quelque sorte. En Iran, votre famille, côté iranien, donc, oui, est une famille d'administrateurs. Oui, enfin mon grand-père était fonctionnaire. C'est pas un haut fonctionnaire au sens où on l'entendrait aujourd'hui, mais disons qu'il était trésorier dans une province. Voilà. Vous m'avez dit au fil d'une conversation que, et c'est très intéressant, plein de sagacité je trouve, l'esprit moderne, et ça fait partie de la déculturation générale, avait tendance à tout mettre immédiatement dans des catégories. Et ça, vous dites que c'est une des raisons, et on va en parler aussi, c'est un sujet de préoccupation pour vous, de la déliquescence, on peut dire, d'éducation, quand sont arrivées les machines pour catégoriser à peu près tout, on googlise, c'est-à-dire qu'on regarde séquence par séquence les choses, sans les mettre les unes après les autres, et en sombrant dans les simplismes. Alors voilà un simplisme, vous allez voir où je veux en venir. Quand on pense aujourd'hui avec la simplicité coupable des esprits très idéologiques de nos contemporains, quand on pense à l'Iran, on pense tout de suite aux mollahs, on pense à l'islam, à l'islamisme. Or, Téhéran et l'Iran dont nous parlons dans vos premières années, c'est pas du tout l'Iran auquel on pense quand on catégorise ce pays et qu'on le réduit à l'islam. Oui et non, c'est-à-dire que en Iran, l'Iran dans laquelle je suis née, c'est une société, c'est un pays qui était très fortement imprégné d'une double, si je puis dire, d'un double héritage, l'héritage turc d'Atatürk, oui, moderne, avec la volonté de s'assimiler à la culture européenne, et en même temps le changement de dynastie, puisque moi je suis née en quelque sorte sous les Pahlavis, qui étaient des parvenus. Les Pahlavis n'ont jamais été pour les Iraniens la dynastie légitime en Iran, puisque en fait le fondateur de la dynastie, le père du dernier shah d'Iran, était, je ne sais même pas s'il était colonel, je crois qu'il était lieutenant-colonel dans l'armée. Il avait été, allez, on va dire acheté par les Anglais. Pour évincer et être placé sur le trône. Et donc l'aristocratie persane, iranienne, regardait les Pahlavis comme des parvenus, un peu comme on aurait pu dire ce que devait être sans doute la société parisienne sous l'Empire au début quand Joséphine s'est fait couronner impératrice par Napoléon. Voilà, c'était un peu ça, c'était un peu des arrivés et des parvenus. C'était des gens qui étaient pas très fréquentables. Et mon grand-père, qui n'en avait strictement rien à battre parce que c'était un philosophe. Je ne l'ai jamais entendu parler de choses ordinaires. Quand il parlait, c'était d'abord il s'appliquait à le faire en vers, et ensuite il parlait toujours. Parlait en vers. Oui. Et il parlait toujours comme il racontait des fables. Comme un livre. Voilà, il racontait des fables, et moi, toute petite, j'étais sur ses genoux et j'entendais ce qu'il racontait avec cette espèce de musique comme ça, comme des fables. Je n'ai jamais fait de grec, j'ai fait du latin mais pas du grec, mais j'imagine que ça doit être un petit peu cet esprit-là. Vous parlez en quelle langue alors ? En persan. En persan. Oui, oui. Vous avez gardé l'usage du persan ? Non, pas tout à fait. Je le comprends, mais c'est lointain. On ne peut pas dire non, je ne le parle pas. Et tout ça, alors, c'est très intéressant ce que vous nous dites sur la vieille aristocratie qui tient, qui porte en elle des siècles et des siècles de civilisation, les parvenus Pahlavis. Oui. Au milieu de tout ça, les islamistes ne comptent pas beaucoup. L'islam ne compte pas tellement dans votre éducation, même pas du tout. Et votre père, je crois, a veillé à ce qu'il... Pas du tout. D'abord parce que mon père était
athée, et ensuite parce que même au niveau de la génération précédente, mon grand-oncle, par exemple, qui était un petit peu plus haut d'âme, c'est-à-dire un petit peu plus aristocratique que son frère fonctionnaire, il s'habillait en frac un jour de la semaine pour recevoir chez lui. Il avait un côté extrêmement guindé, si je puis dire. Bon. Donc, qui a dit vous en restez quelque chose? Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, j'ai remarqué au cours de nos conversations que vous valorisez beaucoup, non pas simplement la beauté, mais l'élégance, le chic. C'est pas ça. C'est tout à fait en vous, ça. Moi, vous savez, j'ai appris. Alors, il y a quelque chose qui est déconcertant chez la plupart des gens que je rencontre. Ils sont absolument surpris, et ça fait des années que ça dure, parce que j'ai parfois des termes de chartier, comme on dit, extrêmement crus, extrêmement parfois même vulgaires. Oui, mais ça fait partie du snobisme ordinaire. En même temps, j'attache beaucoup d'importance à la sémantique. Et ça tient au fait que quand je suis arrivée en pension en France chez mes bonnes sœurs, il s'est trouvé que tout le monde se moquait de moi parce que j'avais gardé de la Joséphine Brochard un fort accent liégeois. Donc, on se moquait un peu de moi. Vous avez essayé de le perdre, d'ailleurs. Et j'ai essayé de le perdre. Et en même temps, je parlais un français des Sœurs de Sainte-Jeanne d'Arc à Téhéran, donc un français un petit peu 18e, de sorte que les deux ne faisaient pas très bon ménage. Et moi, j'ai appris l'argot, par exemple, en lisant la série Noire, en lisant pour apprendre à parler argot comme je voulais parler français, puisque à l'époque, j'étais prise d'une espèce de volonté absolument forcenée d'assimilation, donc il fallait que j'apprenne à parler le français de tout le monde. D'où la transformation de votre nom, par exemple, et de votre accent. De mon accent. Ça ferait plaisir à Éric Zemmour, tout ça. Hein. Absolument, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que c'est absolument essentiel, et je crois très sincèrement que quelqu'un qui, aujourd'hui, sauf à imaginer que 90% des Français appellent leur fils, je ne sais pas moi, Mohamed ou Saphir. Bon, je pense très sincèrement que ça fait partie d'une volonté de se fondre dans une communauté nationale. Voilà. Et moi, je me rappelle très bien, quand j'ai débarqué au Parti socialiste bien longtemps après, la première réaction, parce que les événements avaient changé et l'état d'esprit avait changé, et on était en pleine volonté à la fois de parité et de minorité qui devait être mise sur le devant de la scène. Et moi, je ne voulais ni de la parité, parce que ça m'a toujours donné des boutons, ni d'être considérée comme appartenant à une minorité. Et quand j'ai dit que mon nom de naissance, à l'origine, était Anne Mansouré Riahi, mais que ne l'avais-tu pas dit plus tôt, on aurait gagné tout plein de voix avec un nom qui est un nom... le PS vous dit ça, des cadres du PS vous disent il valait mieux avoir un nom un peu exotique. Parce que je ne sais pas combien d'années, 50 ans plus tard, c'était extrêmement bien porté et c'était sympa. Ça rapportait des voix. Et ça rapportait des voix. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai toujours été en bisbille avec eux, parce que moi, je me rappelle de discussions à l'époque. J'avais un blog, c'était l'ancêtre des réseaux sociaux, le blog. Là, on est dans les années 90. Oui. Et j'avais un blog sur lequel c'était sur le Monde, je crois. Il y avait des blogs sur le Monde, et j'avais fait un post sur ce blog en expliquant que j'étais pour l'assimilation et pas pour l'intégration, parce que l'intégration, c'est comme l'huile et l'eau, ça ne se fusionne jamais. L'image qu'a manié le général de Gaulle en disant non, mais c'est vrai. L'huile redevient de l'huile et de l'eau reste de l'eau. Ou le vinaigre. Voilà, bon. Et j'avais eu droit à un coup de téléphone personnel du secrétariat de Lionel Jospin, me disant « Mais comment tu oses dire des choses pareilles ? L'assimilation, c'est la droite qui parle d'assimilation. Nous, à gauche, on parle d'intégration. » Je lui dis « C'est possible, mais enfin, moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis de gauche et je parle d'assimilation, point barre. Si ça ne vous plaît pas, allez vous faire foutre. » Bon, et comme la majorité tenait à une voix, j'aime autant vous dire qu'on aurait fait la danse du ventre
entre matin, midi et soir pour que il faut dire aussi que, si je comprends bien, en digne fille de votre père, vous n'avez portez pas au nu l'islam, je crois, d'avoir compris au fil de nos conversations. Votre père était très réservé. On me traite d'islamophobe. Ah. Sur tous les réseaux sociaux, on me traite d'islamophobe. Ah oui. Je ne suis pas islamophobe. C'est vite dit quand même. Je ne suis pas islamophobe parce que islamophobe, si on décortique un peu, ça veut dire qu'on a peur de l'islam. Alors, je n'ai pas peur de l'islam, j'ai peur de ce que l'islam a en tête, c'est-à-dire une prise de pouvoir politique sur notre civilisation. Ça, j'en suis convaincu depuis très longtemps. Et votre père l'était aussi, et mon père l'était aussi, et je me rappelle, je le raconte d'ailleurs dans un livre de souvenirs, je me rappelle très précisément qu'une semaine après les attentats du World Trade Center en 2001, j'étais chez mon père pour son anniversaire. Il avait, je ne sais pas quel âge à l'époque, mais enfin... Il était venu en France. Il était installé en France et il nous avait décortiqué ce qui se passait dans la tête d'un musulman, même un musulman pas islamiste, entre guillemets, au lendemain des attentats du World Trade Center. C'est-à-dire que ce qu'il se passait dans la tête d'un musulman, c'était une extraordinaire revanche sur une civilisation qu'il considérait comme étant nocive et pernicieuse, et qui était aussi bien la civilisation européenne qu'américaine, c'est-à-dire... Qui ne sont pas les mêmes. Hein. Non, ce n'est pas les mêmes, mais je pense très sincèrement que dans l'objectif de l'islam, il y a de faire de l'Europe une destination touristique et culturelle, c'est-à-dire moitié musée, moitié parc d'attractions, et des États-Unis une destination complètement wokisée, où les Noirs de la côte ouest rivalisent avec les hispaniques, enfin les américano-hispaniques, si je puis dire. Pour partager le reste du pouvoir. Voilà. Et je pense sincèrement, et je crois que les Américains n'ont pas ça en tête. En tout cas, ils ne le manifestent pas, parce qu'autrement, je pense qu'ils réagiraient davantage. J'ai entendu beaucoup de discours auxquels on peut souscrire, par exemple dans la bouche de Donald Trump, quel que soit le jugement qu'on puisse avoir du personnage, hein, ça c'est autre chose. Mais sa volonté de retrouver une fierté américaine au-delà de toutes ces tendances woke ou que sais-je, essentialistes ou racialistes ou que sais-je, je pense qu'il a occulté le problème de l'islam. Je le crois d'une part parce que quand on a réussi à mettre autour de la table, comme il l'a fait le gouvernement israélien avec pratiquement tout le Golfe. Une grande partie du Golfe. Des grandes fortunes. Oui, il faut quand même le faire. Hein. C'est pas évident. Je ne dirais certainement pas le contraire. Je salue cette performance. La seule chose, c'est que je l'analyse plus avant. Je ne sais pas quelle est son analyse à lui, vous me direz c'est très présomptueux. Mais je pense qu'il n'a pas conscience du fait que c'est un interlocuteur de rêve pour les Moyen-Orientaux, Donald Trump, parce que Donald Trump, il est formaté, moi je l'ai rencontré 2 fois dans ma vie. Ah bon? Oui, par hasard. Je me demande qui vous n'avez pas rencontré. Enfin, nous allons voir que la palette est large. Je n'ai pas rencontré Poutine, et je rêve de rencontrer Poutine. Il y a un secret désir de le rencontrer. Je rêverais de rencontrer Poutine. Mais attendez, bon, voilà. Qu'à cela ne tienne. En revanche, si vous pouvez m'éviter Zelensky, je ne vous cache pas une antipathie profonde. On attend ce que vous avez. Pourquoi vous êtes au Parti Socialiste? Donc, enfin bref. On va finir par comprendre. Tout ça pour vous dire, mais c'est très cohérent, hein, et tout ça pour vous dire que Donald Trump, c'est quelqu'un qui est vraiment l'archétype du businessman. Oui. Et ça fait très très bon ménage avec les Arabes.
ça fait très très bon ménage avec les musulmans. Parce qu'enfin, depuis Mahomet jusqu'au dernier des vendeurs de shit en Seine-Saint-Denis... l'argent compte. Oui, on se met toujours d'accord quand il y a des intérêts en jeu. Bien sûr, business is business. Oui. Et c'est ce qui manque, contrairement à ce que l'on pense. Il est bien trop intellectuel, même s'il a raté 2 fois normal, mais il est bien trop intellectuel, M. Macron, pour s'entendre avec ces gens-là. C'est pas possible. On peut pas. Avec quiconque, à mon avis. Je ne sais pas, mais en tout cas, avec ceux-là que je connais bien, je peux vous dire qu'il est absolument incapable de régler un problème. Tout ça ne fait pas de vous d'islamophobe et tout ce que vous Alors, dites. Je suis islamophobe. Non, je ne suis pas islamophobe. Je pense qu'on est dans une morale, dans une culture, et donc plus ou moins fatalement dans une religion, puisqu'à la base de toutes les morales et de toutes les cultures, il y a un fait religieux. Alors chez vous, c'est très net. Il y a évidemment les sœurs à Téhéran, oui. Jeanne d'Arc en plus, c'est pas rien. Vous arrivez à Paris, vos parents vous scolarisent, nous l'avons dit tout à l'heure, chez les chanoinesses régulières de Saint-Augustin, qui, je crois, étaient très sévères. Vous avez des anecdotes là-dessus. Elles vous ont appris la discipline, en tous les cas, non ? Oui et non. C'est des femmes remarquables, brillantissimes. Oui, vous les avez beaucoup. Brillantissimes. Vous leur devez beaucoup, dites-vous. Je leur dois énormément. Et oui, c'est-à-dire que ma grand-mère m'avait appris la discipline, parce que ma grand-mère, elle était formatée comme ça. Il fallait se lever à telle heure, il fallait déjeuner à telle heure, il fallait se coucher à telle heure. Et quand on lui demandait pourquoi, parce que il n'y avait pas de justification. C'était la règle, et voilà, on ne discutait pas. Donc on ne discutait pas. Vous m'avez dit un jour, il n'y a pas besoin de discuter, il faut apprendre à obéir. Il faut apprendre à obéir. L'éducation, c'est ça. Oui. C'est un grand sujet de préoccupation, l'éducation. J'ai été traitée d'ailleurs de tous les noms d'oiseaux parce que j'ai dit un jour cette phrase absolument insupportable aux oreilles de la bien-pensance actuelle, qu'un enfant, ça se dressait jusqu'à l'âge de 5 ans comme un chien. Qu'est-ce que je n'avais pas dit ? Et je le pense. C'est comme ça, parce que c'est comme ça. Parce qu'il n'y a pas à faire un discours sur la physique ou sur la chimique pour expliquer à un enfant qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise. Il faut lui donner une tape sur la main et lui dire qu'à chaque fois qu'il mettra le doigt comme ça, il aura la tape. Donc c'est pavlovien, quoi. C'est pas intellectuel du tout. C'est une réaction primaire. En tous les cas, éducation très classique. Vous aimez lire, oui. Vous apprenez beaucoup. Oui, j'adore apprendre. Vous aimez apprendre. Oui. J'adore apprendre. Tous les gens qui aiment lire aiment apprendre, je pense. On ne dira jamais l'importance de la lecture et du livre. C'est une des choses, vous faisiez référence tout à l'heure à l'informatique. C'est une des choses qui me gêne le plus aujourd'hui, c'est qu'on a appris à maintenant presque 2 générations, on leur a appris à cliquer, on ne leur a pas appris à lire. Et pas à faire les liens. Ce qui est le propre de l'intelligence, consiste à faire les liens entre les choses, non pas à catégoriser une fois pour toutes. À iconiser. Voilà, pire encore, iconiser. Et le problème, c'est qu'on en arrive... Alors moi, je ne sais pas lire les hiéroglyphes, je ne m'appelle pas Champollion, mais en attendant, c'est une régression. Même si on peut avoir de l'admiration pour l'Égypte antique, pour tout ce qui est... On a fait mieux depuis. Il me semble. Et si vous voulez, l'impression d'un livre à l'époque, jusqu'à Lazareff d'ailleurs, pas seulement jusqu'à François, je crois, c'était quand même la typographie. Donc la mise côte à côte de lettres, de signes qui se combinent les uns des autres, d'une combinaison de signes qui ne sont pas juxtaposés. Et puis maintenant, on est dans le tout numérique, donc on est dans le tout image. Et vous m'avez dit un jour dans nos conversations, on a l'impression qu'on se connaît très bien, mais vous êtes une femme assez formidable dont toutes les phrases sont importantes. C'est ça qui est très intéressant. C'est parce que je suis vieille. Vous ne dites jamais rien. C'est parce que je suis vieille. La plupart des gens vieux sont comme moi. Tout a du sens avec vous et ça me séduit beaucoup. Et je dois dire que vous m'avez frappé en me disant que la détérioration de l'éducation, qui est une de vos préoccupations pour aujourd'hui, autre point qui fait de vous, à mes yeux, une conservatrice, mais une conservatrice de gauche, ça existe, on va y venir. Ce n'est pas dû, la détérioration donc de l'éducation n'est pas due à tel ou tel ministre, mais à la machine.
et à l'arrivée des machines, à l'intrusion de la machine dans le système éducatif au fil des années 80 en réalité. Mais moi j'ai vu ça quand par exemple à la région, je me suis battue parce qu'il faut dire, pardon je vous coupe encore une fois, vous avez été longtemps conseillère régionale. Oui, j'ai été élue à la région et au département pendant 15 ans. Et conseiller général aussi, bon, pardon. Et je... Donc élu à la région, pardon. Non, mais je voulais vous dire, quand est arrivé tous les outils informatiques modernes, les tablettes, etc., on a eu de cesse que de les mettre à la portée de tous les élèves dans une volonté socialiste très méritoire, à savoir que tous n'étaient pas en mesure de l'acheter chez le Apple du coin. Donc, par conséquent, on a distribué des outils numériques à toutes ces... Pendant 15 ans, j'ai vu ça. Bon. Et comment vous dire, il y a bien sûr des avantages. Hein. Il y a des domaines dans lesquels, sans doute, les enfants, les jeunes, ont été plus éveillés que ne l'étaient à catégorie sociale équivalente les enfants de ces générations-là grâce à l'outil informatique. C'est un avantage énorme que de voir les choses. Mais le problème, c'est qu'on n'a absolument pas ni pédagogisé ça, je ne sais pas si ça se dit, ni encadré ça de façon à leur permettre d'avoir les outils pour faire la part des choses et pour conserver un semblant d'esprit critique. Et ce à quoi moi j'ai vu des choses absolument ahurissantes, c'est-à-dire qu'ils étaient confrontés, ces jeunes, à des informations qui leur venaient du monde entier, impossible à caser, qui étaient répétées en boucle, parce que dans tous ces systèmes numériques, on répète en boucle des images toujours les mêmes, qu'ils retrouvaient avec des explications de texte, si je puis dire, qui étaient très succinctes et qui étaient en fait ce qu'on appelle dans la presse traditionnelle des chapeaux. Il n'y avait jamais de texte sous les chapeaux, il n'y avait que le chapeau, si je puis dire. Bon. Donc vous aviez le chapeau et l'image, point barre. Il n'y a absolument rien. Et pas le développement. Et aucun développement et aucun esprit critique, c'est-à-dire aucune évaluation de quoi que ce soit. De l'histoire, des relations. Aucune remise en contexte, aucun environnement, rien du tout. Et c'est ce qui vous amène à des situations complètement extravagantes. Je vous donne par exemple aujourd'hui, nul n'est censé ignorer maintenant que la Russie a un conflit avec l'Ukraine. Voilà. Je ne prends pas parti ni d'un côté ni d'un autre, quoique, mais le fait est là. Et qu'est-ce que vous entendez à la fois sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les chaînes de télévision d'information en continu? Vous entendez le nombre de morts. Alors, le nombre de morts ça s'est enchaîné, si je puis dire, presque à quelques mois près, avec le nombre de morts du Covid. Mais c'est comme si ces informations avaient besoin d'un certain nombre de morts par jour pour être content, avoir de la consistance, pour avoir quelque chose à dire. Bon, alors maintenant, on vous annonce qu'il y a, par exemple, 21 morts, dont 3 enfants, dans un bled paumé d'Ukraine dont personne n'est foutu de retenir le nom. Et alors, ça fait pleurer la France entière. Et alors, tous les petits Français sont là avec des petits cœurs. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et le résultat, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec une centaine de milliers d'Ukrainiens en France, dont honnêtement, je ne sais pas si dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas s'ils sont là pour un moment ou s'ils sont là pour quelques semaines. On n'en sait rien du tout. Personne n'est capable. Vous avez une rentrée scolaire qui est prévue pour le mois de septembre, auquel personne n'est capable de dire comment on va ajouter ces petits Ukrainiens aux 70 000 allophones qui sont déjà un fardeau absolument insupportable pour l'éducation nationale.
il y a un bordel considérable et personne ne pense à ça. Et on n'y pense pas. Non. Il y a une information qu'il faut donner. On fait des petits cœurs. Notamment historique. Est-ce que vous savez, chère Anne Mansouré, sur ce sujet-là, voilà une illustration de ce que vous venez de dire, depuis l'indépendance de l'Ukraine, enfin l'indépendance, la création, la recréation de l'Ukraine, parce qu'elle a été créée, l'Ukraine, successivement par Lénine, ça n'a pas duré longtemps, par Hitler, ça n'a pas duré longtemps jusqu'à ce que Staline reprenne possession de cette partie de la Russie, et elle a été recréée après l'effondrement de l'Empire soviétique, et il y a eu une telle mainmise de la mafia à Kiev que 22% de la population ukrainienne est partie depuis 1995, bien avant la guerre dont nous parlons. Donc pour les Ukrainiens, s'expatrier, ça fait 25 ans que ça dure. Mais attendez, en plus, franchement, quand on a un petit peu, une toute petite culture historique, et Dieu sait que ce n'était pas la partie du monde que je connaissais le mieux, mais quand même... l'Ukraine et la Russie, enfin c'est comme si on remettait sur le tapis l'Alsace et la Lorraine, quoi. Ouais, on en a pour je sais pas combien de générations à venir avant qu'ils aient réglé leur vous êtes vraiment un non-conformiste, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple, vous venez d'avoir tout à l'heure, on y revient 30 secondes, des mots de miel pour Donald Trump. C'est étonnant de la part d'une membre du Parti socialiste, d'une socialiste, mais dites-moi, comment l'avez-vous rencontré? J'ai oublié de vous poser la question au fil de notre conversation. Je l'ai rencontré parce que le père de ma fille, qui était à l'époque très impliqué dans le règlement... De votre fille aînée, alors? Non, de ma fille Tristan. De votre fille Tristan, oui. Qui était à l'époque très impliquée... On a connu à propos d'une affaire avec Strauss-Kahn, c'est voilà. ça? Oui. Elle n'était pas encore née, oui. Mais si elle était née, mais enfin elle était tout bébé. Et à Tristan Bannon, il faut dire son nom, puisque vous le citez. Et à l'époque, son père a toujours été très impliqué dans le règlement des conflits entre Arafat, pour qui il avait beaucoup d'admiration et je crois même d'amitié, et Israël, l'État d'Israël. Donc, au cours d'un voyage aux États-Unis, on s'est trouvé à rencontrer Donald Trump, qui à l'époque, pour la petite histoire, venait de faire faillite dans une histoire de casino sur la côte est des États-Unis. Écoutez, je serais incapable de dire dans le détail ce qui s'était passé au juste, mais il avait construit des hectares et des hectares de casinos qu'il était absolument infoutu de rentabiliser. Et du coup, il était dans une merde financière absolument colossale. Et ce mec m'avait... Bon, il n'avait pas encore les cheveux orange, il les avait blonds. Mais c'est un grand gaillard, hein. Il est impressionnant. Il est impressionnant à regarder. Et ce monsieur m'avait impressionné parce que, comment vous dire, c'est un petit peu dans un domaine complètement différent et avec des origines à la fois économiques, sociales et politiques totalement différentes, mais c'est un peu l'impression que donnait Bernard Tapie. Vous aimez ce genre d'homme, hein? Oui, c'est pas que j'aime ce genre d'homme. Un peu macho quand même. Non, c'est pas ça. Ce sont des gens qui respirent l'énergie. Ah oui. Et moi j'aime. On parlait de Dominique Strauss-Kahn, c'est pareil. C'est un homme qui respire l'énergie. Ça vous séduit, hein? Ça me séduit chez un homme, mais chez une femme aussi, hein. Ah oui. J'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui respirent l'énergie, quelle que soit la forme de l'énergie, parce que les énergies sont très très différentes. Moi, ce qui me gêne, par exemple, Martine Aubry est une femme qui respire l'énergie. On peut la critiquer dans plein de domaines, mais c'est une femme énergique. Et j'aime les gens... Que vous avez connue aussi. Oui, mais c'est pas une amie, hein, mais j'admire chez elle ce côté énergique. Et les gens qui ne sont pas énergiques, c'est vrai qu'ils me mettent mal à l'aise. Ils me mettent mal à l'aise parce que je n'ai pas en moi des ressources d'émotivité suffisantes pour leur venir en aide. Donc j'ai envie juste de leur botter le cul. Vous n'êtes pas très patiente non plus. Hein, et c'est un peu le problème. Moi, pendant 15 ans, vous savez, j'ai des gens qui m'appelaient de tous les coins du département. Parce que, de l'Eure. Où vous résidez. Où j'habite, oui. Vous avez été élu à plusieurs reprises. Et j'ai donc... c'était drôle parce que le département a vocation sociale.
à l'inverse de la région qui est plus économique, on va dire. Bon. Mais le département a une vocation sociale. Et moi, comme les problèmes sociaux, je laissais mes petits camarades se démerder avec. Bon, on cherche toujours si vous êtes socialiste. Enfin, bon, voilà. Et moi, j'avais une spécificité. Le département, pratiquement tout entier, avait ma carte de visite sur laquelle il y avait mon téléphone portable. On pouvait m'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je vous assure que c'est la vérité. Rares sont les élus. Mais c'était pas mon boulot, hein, parce que j'étais pas élu pour ça, j'étais pas mandaté pour le faire. Mais je le faisais parce que je savais rien faire d'autre au département. Que d'aider. Que d'aider. Mais oui, parce que je savais rien. Moi, tout ce qui est fonction publique territoriale, articulation entre les services sociaux, tout ça, c'est pas ma culture. J'ai pas appris. À l'époque, à Sciences Po, on n'apprenait pas tout ça. Mais vous avez fait Sciences Po quand même. Oui, mais c'est pas ce qu'on apprend à Sciences Po. Ah, je ne sais pas. Et puis ça change, c'est réglementaire. Je ne sais pas ce qu'on nous apprend à Sciences Po. Ça change en plus, ça change très régulièrement. Mais bon, tout ça pour vous dire que j'avais donc mon numéro de téléphone dans la poche de tous ceux qui le souhaitaient. J'ai comme ça évité un nombre considérable de catastrophes et de suicides. Et entre autres, j'avais mis au point un truc qui était pour éviter les suicides. Parce que j'avais été très traumatisée un jour parce qu'un monsieur, père de famille, s'était suicidé parce qu'il devait de l'argent. Bon, ça peut arriver d'avoir des dettes. Là, il avait des dettes en plus vis-à-vis d'un organisme social de logement. Implacable. Donc je trouvais que c'était absolument insupportable. Et j'ai rien pu faire quand je suis arrivée. Il était déjà pendu dans son garage. Donc ça m'a frappée. Et je me suis dit, il doit y avoir un moyen d'empêcher ça. Et j'avais mis au point un système. C'est pour ça que j'ai toujours des appels téléphoniques entre nous soit dit, alors que je ne suis plus élue depuis 7 ans maintenant. J'avais trouvé un système. Je me suis dit, les riches, ils ne se font jamais saisir. Pourquoi ? Parce qu'ils organisent leur insolvabilité. C'est les autres qui ont de l'argent pour eux. Voilà. Enfin, les autres qui le contrôlent. Donc, quand il y avait un problème de ce genre-là, on me téléphonait, le conseil je vous débarquais, organisez votre insolvabilité. Voilà, et je leur disais, bon, qu'est-ce qui peut être saisi ici ? Alors, j'avais quand même fait quelques études de droit, donc ça aide. Et non, ça, on ne peut pas saisir, ça, on ne peut pas saisir, ça, on peut saisir, ça, bon, bref. Et je faisais la liste, comme l'aurait fait un commissaire-priseur ou comme l'aurait fait un huissier, et je leur achetais tout ce qui était saisissable. Moyennant quoi, je le leur relouais avec un contrat de location pour 1 € par mois. Et ça ne les rendait pas solvables pour autant, donc ils étaient à l'abri. Donc ils étaient à l'abri de la saisie. Bon. Donc c'est vous dire que... Vous avez quand même un souci des autres. Je cherche qui est socialiste C'est vous dire que c'est mon côté Bernard Tapie. Voilà. Parce que moi, Bernard Tapie, je l'ai vu beurrer des tartines, et en rigolant, parce qu'il était à l'époque ministre de la Ville, un titre qui voulait absolument rien dire, mais il était effondré de voir à quel point les gamins se nourrissaient mal, et il nous faisait arrêter pour acheter des sandwichs dans les boulangeries. Et comme, évidemment, dans les ministères, on ne peut pas obtenir un budget pour ce genre de trucs, c'était lui qui payait. Bon, c'était rien du tout. Mais je veux dire, la démarche... Ils ont faim, il faut leur donner à bouffer. Donc on s'arrête dans une boulangerie, on leur donne à bouffer, point barre. On ne va pas se perdre, ce qui est pour le coup alors extrêmement socialiste. Il faut demander un bon de ceci, une autorisation de cela, un tampon autre chose. Ah bon, bref. Et voilà comment... Vous êtes tellement peu socialiste que je ne sais plus quel membre de votre entourage est arrivé au chômage un jour et vous lui dites certainement pas d'allocation chômage, travail, c'est ça ? Non, c'est ma fille. C'est votre fille, oui, c'est ça, c'est votre fille. Vous avez dit. C'est ma fille. Ça aussi, c'est pas très socialo, excusez-moi. Mais je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi, parce que moi, je ne suis pas... enfin, je ne sais pas ce qu'on appelle le socialisme. C'est la rhétorique des droits, c'est tout. Je ne sais pas ce qu'on appelle le socialisme aujourd'hui. Pour moi, pourquoi je dis que je suis à gauche ? Oui. Je n'ai jamais dit que j'étais socialiste, d'ailleurs. Je n'ai pris, entre guillemets, la section d'Évreux du Parti socialiste que parce qu'il m'emmerdait tellement que je me suis dit, au moins, si je suis secrétaire de section, on va me foutre la paix. C'était la plus grosse section du département, donc j'avais un poids... en termes de voix, et puis voilà. Mais c'était vraiment
moi, ce que je ressens, c'est que je suis vraiment une femme de gauche. Pourquoi ? Alors, si ça vous intéresse, je suis une femme de gauche parce que, pour moi, l'injustice, elle est factuelle. On ne peut pas considérer que dans la société, il soit envisageable que tout le monde ait la même intelligence, les mêmes avantages physiques, la même... Donc il faut porter secours. Donc non, il ne faut pas porter secours, justement. Il faut arriver à mettre en lucidité quels sont les points faibles de l'individu, mis à part le contexte dont je vous parle, et quels sont ses points forts. Alors vous allez me dire, il y en a qui n'ont absolument rien comme point fort. J'en ai rencontré, mais franchement très très peu. La quasi-totalité des gens ont quelque chose dont ils peuvent tirer quelque chose. Et ça aussi, c'est un discours de droite, excusez-moi. Ah, mais ce n'est pas un discours de droite, c'est un discours libéral, c'est pas pareil. Oui, c'est un discours libéral que vous tenez. C'est un discours libéral, c'est pas un discours de droite. Le réflexe de gauche, socialiste en tous les cas, voilà. Ça consiste à changer la société pour que tout le monde soit égal. C'est autre chose. Non, ça, et là, vous êtes quand même assez éloigné de ce dogme-là. C'est absolument pas mon truc. Et d'ailleurs, j'en ai fait plusieurs pages dans ma vie. J'ai beaucoup écrit à ce sujet parce que je ne suis pas l'inventeur sans point, hein, parce que ça... nous avons tous entendu qu'il n'y avait pas de point. Ça, j'ai du mal. Tous entendu. Mais je encore un aspect très conservateur chez Armand Souré. Je ne suis pas l'inventeur de la dénomination, mais pour moi, on a raté à gauche un tournant qu'on aurait dû prendre, de mon point de vue, avec justement Bernard Tapie, oui, dans les années 90. Et qui est la gauche de l'individu. On n'a jamais creusé cet aspect-là. On a toujours conservé la casserole au cul du collectivisme. Et le collectivisme n'est pas du tout la sœur jumelle ou le frère jumeau du socialisme. On peut être très profondément socialiste, être très profondément à gauche, sans être collectiviste et sans être... casé dans cette espèce de... je crois au contraire, et je vous assure que ça mériterait d'être creusé, cette affaire-là, je crois au contraire que le socialisme tel qu'il est décliné depuis 1981 est l'héritier plus, on va dire, des bonnes œuvres de la droite. Je crois que les socialistes, à partir de 1981, ils ont fait de l'assistanat charitable plus que de l'épanouissement de l'individu de gauche. Voilà. Bon, alors il faudra que j'en parle très longtemps parce que tout ça rentre dans les catégories de ce que j'appelle moi la droite conservatrice. Mais en fait, vous voyez, c'est une question de pas nous. conservateur. Bon. Alors, si vous y allez par là, je suis tocquevillienne. Ah oui, ben écoutez, nous aussi. Nous conservateurs aussi. Si vous voulez, mais alors, c'est la droite d'il y a un moment quand même. Ah, ben la droite que l'on juge légitimiste et assez ancienne, en effet. Celle qui a ses lettres de noblesse. Mais il y a quelque chose qui va tout à fait illustrer votre démarche, que j'ai appris par hasard. Vous êtes un peu l'inventrice des chèques emploi-service. Oui, vous faites Sciences Po, on vous a quitté, vous avez fait de longues études, vous avez aimé vos études, vous êtes marié, vous faites Sciences Po, je dis les choses en désordre. Vous créez une entreprise, Kid Service. Oui. Là, je n'ai pas de reproche à vous faire, si ce n'est la dénomination un peu américaine. Mais enfin, bon... C'était l'époque. J'espère qu'on le ferait plus. Non, c'était... Kid Service, c'est pour garder les enfants, en fait, une société d'aide ça a été la première... j'avais, avec mon mari, j'avais créé une entreprise de dépannage dans le bâtiment qui s'appelait Ric Secours et qui a été la première... Après, on a vendu à SOS Dépannage. Mais ça a été la première entreprise qui vous fournissait un plombier ou, je ne sais pas, un électricien dans l'heure qui suivait. Et comme moi, j'avais un problème de garde d'enfants, parce que j'avais aucune envie d'être clouée à la maison et de ne pas pouvoir travailler parce que j'avais des enfants à faire garder. Donc quand les enfants étaient malades ou qu'ils ne pouvaient pas aller à l'école ou je ne sais, bon, j'avais besoin de quelqu'un. Comme je ne trouvais personne, je me suis dit je vais créer une entreprise sur le même modèle que le dépannage à domicile pour garder les enfants.
Et comme la réglementation sociale à l'époque imposait un processus qui était absolument irréaliste et irréalisable, à savoir qu'il fallait envoyer une lettre recommandée à la sécurité sociale à chaque fois qu'on demandait une babysitter pour garder ses enfants à la sortie de l'école. Donc je me suis dit, je vais trouver une solution. Et j'avais trouvé à l'intérieur de la boîte, on avait à l'époque entre 300 et 450 personnes qui faisaient ça, donc c'était pas rien. On avait trouvé un système de chèques, qu'on appelait des chèques kit service. Donc la personne, la mère ou le père de famille, achetait des carnets de chèques qu'il prépayait en quelque sorte, et nous, on payait la sécurité sociale des filles, etc., et la fille, accessoirement, exactement au modèle voilà. Et puis, alors, comme j'avais fait ce système et que ça commençait à prendre de l'ampleur... Et vous avez une grande entreprise, elle a grandi, non, cette entreprise, beaucoup, non? Non, non, enfin, c'est une entreprise de service, hein, c'est pas... Oui, mais enfin, vous avez beaucoup d'employés, non? Il y avait, je veux dire, on est arrivé à 400, 450... oui, c'est bien ce que je dis. Oui, mais enfin, c'est pas non plus, je veux dire, pas Péchinet. Hein, donc j'étais à la tête de ce truc-là, et puis... Une première fois, on a reçu la visite de l'inspecteur du travail, flanqué de l'inspection des affaires sociales, enfin de la sécurité sociale. J'ai été traîné une première fois devant le tribunal de la sécurité sociale, des affaires sociales. J'ai perdu, ça m'a coûté bonbon en termes d'avocat et de procédure. Je suis repassé quelques années plus tard, une fois qui s'était aperçu que je n'entendais pas changer mon système. Vous devez continuer pour autant. Donc j'ai continué, et rebelote. Et puis, à la troisième fois, je me suis dit, maintenant, il faut trouver une solution parce que c'est pas possible. Et du coup, je suis allé chercher une solution. Et la solution, je l'ai trouvée à travers le directeur de cabinet de Martine Aubry. Voilà, vous êtes allé voir Martine Aubry. Qui pour la petite histoire... bonne idée, votre affaire. Qui pour la petite histoire, c'est marrant ce truc-là, hein, parce que là, j'ai pris conscience de la façon complètement... extravagante dont fonctionnait la France, enfin du moins l'État français. Je suis arrivée dans ce ministère du Travail, auquel j'étais déjà venue plusieurs fois parce que j'ai commis dans ma vie un certain nombre d'ouvrages, on va dire. En fait, en clair, j'étais un peu négresse, quoi. Et vous écriviez pour d'autres. Voilà. Et une des personnes pour lesquelles j'écrivais était Jean-Pierre Soisson. Et donc, il a été ministre du Travail, cet homme-là. Et donc, je connaissais... De Rocard, je crois. Voilà. Et je connaissais 89. Je connaissais un petit peu les lieux. Et j'ai été frappée parce que, quand je suis revenue, j'ai voulu prendre un café. Et la machine à café à l'étage où je voulais prendre ma machine à café, elle était cassée. Et on m'a expliqué, mais enfin des mecs quand même, ENA, bac plus je sais pas combien, etc., etc. On m'a expliqué le plus sereinement du monde que de toute façon, la machine à café, elle ne risquait pas d'être décoincée parce qu'avant 2 ou 3 gouvernements, parce que pour avoir les budgets... pour avoir les budgets... Non mais authentique. Et que donc... non, ça c'est le collectivisme caricatural. Mais il y avait surtout un problème, c'est qu'il fallait payer la réparation de la machine à papier, de la machine à café en papier craft. Ça c'est un autre document. Il fallait la payer en papier craft, hein, c'est-à-dire avec de l'argent noir. De l'argent qui arrivait à l'époque... En billets. En billets de la Banque de France, dans les ministères, avec lesquels on payait ce genre de choses. Demandez à monsieur... Ça ne marchait pas, oui. Demandez à monsieur Guéant s'il en sait quelque chose. Ah oui, quand on veut que quelque chose marche, il faut que ce soit hors la loi. Voilà. Donc, bref, tout ça pour vous dire qu'on a travaillé la question pour mettre au point ce qui a été le chèque emploi-service. Et on a généraliser cette modélisation que j'avais faite à travers le fonctionnement de ma boîte. Et puis ensuite, bien des années plus tard, je vous raconte ça parce que c'est très important, parce qu'en général, quand je tombe sur quelqu'un qui est un petit peu observateur, il se dit, en regardant ma rosette, avec qui a-t-elle bien pu coucher pour obtenir la rosette ?
Mais vous avez fait beaucoup de choses, tout simplement. Alors, je m'empresse de vous souligner qu'on m'a donné, dans un premier temps, la croix de chevalier. Bon, et puis ensuite, Jean-Louis Borloo, arrivé au même ministère du Travail, où il n'est pas resté longtemps d'ailleurs, m'a téléphoné en disant vous méritez est-ce que vous pourriez, ou tu pourrais trouver, parce qu'on se connaissait à l'époque. Mais vous connaissez tout le monde. Non, mais enfin j'en connais pas mal. C'est plus jeune que moi, mais moi j'étais déjà vieille. Mais quand ils m'ont demandé donc de venir travailler pour le CESU, parce que ce chèque emploi-service, il est devenu universel. Vous étiez à l'origine du CESU, oui. Voilà. Donc parce qu'au départ c'était uniquement pour les emplois des particuliers domestiques. Oui. Et maintenant les petites entreprises ont également droit au CESU. Donc j'y suis retournée et du coup on m'a collé la rosette. Tu peux croire? Mais je crois tout à fait. Et donc c'est très mérité parce que voilà une très bonne mesure pour le coup. D'inspiration assez libérale d'ailleurs. Donc en fait, ce sont deux personnalités, l'une de droite et l'autre de gauche, qui m'ont obtenu la Légion d'honneur, et je n'ai couché ni avec l'une ni avec l'autre, parce que je vous jure que Martine Aubry, c'était pas mon genre. Vous êtes extraordinaire. Non mais c'est vrai. Une femme comme vous, rien ne lui résiste, vous avez fait de la politique un peu naturellement. C'était pas un plan de carrière du tout. Non, pas du tout. Mais j'étais vieille déjà. Hein. J'avais 50 balais. N'exagérons rien. Non, mais je voulais pas du tout faire c'était pas du tout ma vocation. Et moi, vous êtes entré au Parti radical de gauche d'ailleurs, pas au Parti socialiste. Mais je voulais pas faire de la politique en étant élu. Moi, c'était pas mon truc. Moi, j'aurais rêvé. On vous a demandé d'être candidate en réalité, oui. Mais c'est Fabius qui vous a demandé, non? Fabius, que vous avez bien connu aussi d'ailleurs, pour compléter le tableau. Mais j'aurais bien. Mais c'est lui qui m'a envoyé chez les radicaux de gauche parce qu'il m'avait envoyé au départ chez Santini. Puis Santini s'est fendu la gueule. Il était déjà à l'époque, il était maire ou député d'Issy-les-Moulineaux. Oui, près de Paris, oui. Et je me suis retrouvée en face de Santini, qui était un homme charmant au demeurant, mais qui s'est marré. Il me dit, mais vous êtes bien trop à gauche pour venir chez nous. Alors je dis, parce qu'il avait un micro-parti ou je sais pas quoi, qui était quelque part à cheval entre l'UDF, le PSD ou quelque chose comme ça, le Parti social-démocrate, quelque chose comme ça. Il avait une étiquette qui était assez... Allez plutôt chez les radicaux. Et il me dit, allez plutôt chez les radicaux de gauche. Grand parti. Voilà, donc c'est là où vous rencontrez Tapi d'ailleurs. Donc c'est là où j'ai rencontré Tapi et c'est là où je me suis lancée avec Taubira, il y avait Tapi, il y avait Horry, il y avait... C'était une opération Fabius, ça? C'était une opération, les Européennes contre Rocard, quelque part. C'était Mitterrand, en direct. Mitterrand contre Rocard. C'était Mitterrand en direct. Instrumentaliser Tapi. Je peux le dire maintenant parce qu'il y a prescription, mais c'était de l'argent qui venait de l'Élysée. C'était pas de l'argent. Il savait créer ou recréer des partis. Il avait fait pareil avec le Front National d'ailleurs. Il manipulait tout. Oui. Vous l'avez admiré, Mitterrand? Vous ne l'avez pas connu quand même? Non, je l'ai rencontré, mais je ne l'ai pas connu. Oui. Je l'ai rencontré. Il y a une distinction en effet. Mais... moi, il m'a beaucoup impressionné. Mais j'ai rencontré un nombre extravagant de gens importants. Hein. Vous avez rencontré tout le monde, De Gaulle, Trump, etc. Et encore une fois, naturel et parfait, je me demande si vous avez un secret. Est-ce qu'il y a un secret? Parce que vous débarquez d'Iran, c'est quand même extraordinaire. Vous venez de loin, et puis vous arrivez dans l'Empiré, on peut dire, un peu partout, y compris dans cette caste, on peut dire, qui domine la France à partir de l'élection de Mitterrand. Et il y a un secret dans tout ça. Vous êtes comme un poisson dans l'eau dans ce milieu. La plupart des gens que j'ai pu rencontrer, par exemple, je suis certaine que Donald Trump ne se rappelle pas de moi. Mais en revanche, moi, je me rappelle de lui. Pourquoi ? Parce que j'ai eu deux atouts considérables dans la vie. Le premier, c'est d'être très myope, très myope. Maintenant, ça s'est un peu atténué parce qu'en devenant presbyte, en vieillissant, ça a un petit peu corrigé ma myopie. Le lien entre en quoi la myopie a-t-elle été une chance? Eh ben parce que quand j'étais à l'école, je ne voyais pas à l'époque, on avait un tableau noir ou vert, et moi je ne voyais pas ce que la maîtresse écrivait au tableau. Donc je m'appliquais depuis mes premières années d'école à apprendre par cœur tout ce qu'elle disait en l'écrivant sur le tableau. Donc ça m'a permis de développer une mémoire qui est
facilement mise de côté chez les gens qui ont une mémoire visuelle, puisque eux, ils peuvent à tout moment relire. Oui. Donc ça, c'est un premier point. Vous avez une grande mémoire, je le vois d'ailleurs. J'ai une bonne mémoire, mémoire, et ça m'a permis de développer après la mémorisation de comportements, de gestuels, de la voix par exemple, qui sont relativement peu développés chez les gens qui ont la chance de pouvoir, par exemple, lire une carte de visite. Moi, je ne peux pas lire une carte de visite parce qu'il faut que j'enlève mes lunettes et que je regarde la quelque carte. chose, l'heure est toujours bon, finalement. Donc, finalement, ça a été pour moi un atout. Ça m'a développé le sens de l'observation. C'est pour ça que la seule chose au monde qui m'intéresse, c'est l'être humain. L'être humain, en dehors de ça... Et la lucidité sur l'être humain. Oui, puis l'analyse de l'être humain, le pourquoi, ça m'a toujours passionné. J'ai rencontré des gens autour de moi qui étaient par exemple intéressés par l'astronomie, la science, les sciences naturelles, tout ça. Moi, rien du tout, rien de tout ça ne m'intéresse. J'aime bien les écouter parce que je suis curieuse, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est l'être humain. Et depuis que j'ai, je sais pas, 6 ou 7 ans, je suis dans cette observation. Et repérer leurs arcanes intérieures. Repérer pourquoi. Et puis dans la voix, on comprend beaucoup de choses. Dans la gestuelle, on comprend beaucoup de choses. On arrive même à trouver, par exemple, moi ça m'amuse parce que parfois j'ai des gens qui me démarchent au téléphone, comme tout le monde. Bon. Et je me suis dit, c'est casse-pied, vous vous rendez compte, à mon âge, on me demande, j'ai des organismes de formation qui n'arrêtent pas de me harceler, c'est complètement ridicule. À quoi voulez-vous me former à 76 ans passés? C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Et donc, tout ça pour vous dire que je leur demande parfois, pour conserver ça, je fais le test et je leur dis, bon, alors, vous me posez des questions qui sont absurdes compte tenu du contexte, mais moi je voudrais vous poser quelques questions. Quel âge avez-vous? Et vous renversez. Et je renverse, et j'arrive presque toujours à donner l'âge, le pays ou le coin où ils sont nés, s'ils sont mariés. Même l'origine. Ah oui, l'origine. L'origine compte pour vous, bien sûr. Ah bah oui. Donc tout ça, c'est une question qui m'a toujours passionnée. Et puis le deuxième point qui m'a beaucoup aidé dans la vie, ce sont mes parents. Mes parents qui m'ont apporté cette chose extraordinaire que je n'ai pas réussi à donner à... C'est bizarre d'ailleurs parce que je n'ai pas réussi à donner ce cadeau inestimable ni à mon fils qui est mort il y a 2 ans, ni à Tristan, qui est un petit peu... et qui est l'assurance. Voilà, j'ai pas réussi. Que j'ai et qui me vient de mes parents, uniquement de mes parents. Ma mère, tout aussi folle dingue qu'elle puisse être, elle a toujours été, vous lui disiez, va demander si, je sais pas moi, au président de la République, elle se collait sur le tapis de l'Élysée, elle attendait qu'il débarque et elle l'interpellait. Rien n'était impossible. Mon père, pareil. Et ça, c'est un je sais pas si c'est un don. Une disposition d'esprit. Oui, moi, c'est ce que j'appelle, ça fait partie de mon héritage aussi de gauche. C'est que pour moi, étant donné que je n'ai pas de raison d'être intimidé plus par le président de la République que par le gars qui fait la manche dans la rue. C'est un être humain comme moi, il a oui, je crois, c'est plus chrétien que de gauche, à mon avis, mais enfin, oui, vous êtes chrétien, des catholiques. Oui, mais alors, excusez-moi, mais il y aurait beaucoup à dire, c'est pas le sujet, mais il y aurait beaucoup à dire sur l'héritage chrétien des partis de gauche en général, du communisme et du socialisme en particulier. C'est exact. Sans vouloir... Rien n'est étonnant au fait que vous ayez appelé à voter pour Marine Le Pen, et aux 2 tours d'ailleurs, je comprends tout à fait, mais vous avez créé un parti politique aussi. Non, c'est pas un parti politique, c'est un mouvement, c'est-à-dire que en fait, j'en ai eu marre à la fin de cette séquence épouvantable qui a été celle du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Que vous ne portez pas dans votre cœur.
C'est pas une question de le porter dans mon cœur. Je l'ai croisé 2 fois, mais je ne le connais pas. Ça manquait. Mais je l'ai croisé 2 fois. C'est un homme qui a trop envie de séduire pour être quelqu'un de séduisant. Voilà. C'est vraiment quelqu'un qui est en permanence dans le jeu de rôle qui consiste à lutter contre une forme d'arrogance, d'outrecuidance, par un jeu de rôle qu'il met en application. D'ailleurs, depuis quelque temps, il est passé de la parole au geste, parce qu'au début, il n'était pas gestuel du tout, et maintenant, il devient tripoteur. Donc ça, c'est très... Mais c'est très névrotique. Non, c'est pas névrotique, c'est un besoin de compenser. Il a dû avoir des conseillers en communication, ou des conseillères, je ne sais pas, qui lui ont expliqué qu'il avait ce regard un peu vide. Il n'a rien dans l'œil. Il se regarde dans l'autre sens. Je ne sais pas si c'est le narcissisme qui a créé ça. Je pensais... Le narcissisme, ça va bien avec le vide. Hein. Oui, mais je ne suis pas sûre que ce soit uniquement ça. Je ne suis pas fondée ni qualifiée pour le dire, mais il y a quelque chose qui m'a frappée. Tous les quelque chose que j'ai rencontrés depuis l'élection d'Emmanuel Macron, quelles que soient leurs options politiques et quels que soient leurs intérêts personnels, ont tous décelé chez lui quelque chose qui cloche, si je puis dire. Oui, c'est ce que je disais. Quelque chose d'un petit peu déséquilibré dans sa personnalité. Oui. Et ça me gêne terriblement. Pour achever notre conversation, qu'on pourrait ne jamais achever, j'ai envie de vous poser 2 questions. Vous avez rencontré beaucoup de gens. Peut-être que vous voudriez rencontrer d'autres. La première des 2 questions, qui aimeriez-vous rencontrer aujourd'hui ? Vous disiez Poutine, mais en France. En France, l'équivalent de Poutine en France, c'est dur. Surtout en ce moment. Non, quelle personnalité aimeriez-vous rencontrer ? J'aimerais beaucoup rencontrer Éric Zemmour. Bon, plus que Marine Le Pen, pour laquelle vous avez voté ? Oui, parce que Marine Le Pen, je ne sais pas comment vous dire, je pourrais m'en faire une copine. Oui. Mais... je pense qu'elle aimerait beaucoup entendre cette conversation et vous rencontrer. C'est peut-être débile, mais je n'ai pas de questions à lui poser. Par exemple, voilà un cas précis. À Marine Le Pen. À Marine Le Pen. Par exemple, Marine Le Pen, j'ai vécu, non pas vécu, le terme est très usurpé, mais j'ai été dans l'environnement dans lequel elle s'est trouvée à un moment très crucial de son enfance, parce que j'habitais le même quartier que ses parents, et mes enfants allaient à la même... dans le 16e arrondissement. Dans le 16e arrondissement, du côté, pas loin de l'avenue Mozart, on va dire. Bon. Et donc, j'ai été très choquée, à la fois par l'attentat dont son père... et toute la famille a été victime. Donc, à l'époque, ça a été un souffle. Le pâté de maison, c'était à l'angle de la rue, et le pâté de maison a été complètement... Dans la famille Le Pen, oui. C'était très, très, très impressionnant. Et j'ai vécu aussi les réactions, alors non pas de Marine Le Pen, mais Marine Le Pen a, si je ne m'abuse, 55 ans. Et c'est l'âge de ma fille. Elle est née en 68, oui. Oui, et ma fille est née en 67. Et donc, elle fréquentait la même école dans ce quartier. Et je me rappelle la méchanceté, l'agressivité, la haine qui s'est déversée sur ces petites filles, parce qu'elles étaient très jeunes. Oui, bien sûr. 15 ans. Oui, c'était des jeunes adolescentes. À l'époque, on était encore une très jeune fille à l'époque. Bon. Et je me rappelle cette difficulté qu'il y avait à les considérer comme
comme des élèves comme les autres. Bon. Et j'ai été confrontée également à un autre aspect absolument détestable de cet ostracisme dans lequel on a placé le Front National. C'est qu'il se trouve que quand j'ai été élue à la région, Normandie. Voilà, il se trouve qu'au département, il n'y avait pas de représentants du Front National à l'époque. Il n'y en avait pas. Ça a bien changé dans l'heure. Non, dans l'heure, il y a 4 sur 5 des députés aujourd'hui qui sont RN, mais à l'époque, il n'y a toujours pas de représentants de RN au département. Donc le département, à l'époque... Au Conseil général. Général, oui, voilà. Et donc quand j'ai été élue à la région, 5 ans plus tard, 5 ans plus tard, je me suis trouvée d'une part confrontée à la notion de groupe, ce qui n'était pas le cas au département puisqu'on allait tout seul avec sa canne et son chapeau, sans groupe, et je me suis trouvée confrontée à un groupe du Front National qui à l'époque était présidé par Yves Dupont. Et quand je suis arrivée, le jour de la première session, comme Yves Dupont était dans la même commission que moi, bien évidemment, je suis allée lui dire bonjour. Et ça a été, mais alors, une bronca dont je ne peux même pas vous parler. Parce que vous saluiez un de vos collègues élus tout autant que vous. Disais bonjour à un élu du Front National. Et le président de la région, qui était à l'époque un socialiste qui s'appelle toujours Alain Leverne, puisqu'il n'est pas mort, m'a dit « on ne salue pas, on ne donne pas la main au Front National ». Ça vous a choqué? Et non, mais je lui ai dit « écoute, moi je donne la main à tous les représentants du peuple, quels qu'ils soient ». À partir du moment où ils sont là, c'est qu'ils ont trouvé un certain nombre de concitoyens pour les élire, donc ils sont légitimes. Et s'ils n'étaient pas légitimes, le Front National, eh bien c'était très simple, il fallait l'interdire. On a interdit des quantités de partis politiques, pourquoi ne pas interdire celui-là si on était fondé à le faire, légalement ? Alors, il en a conclu que... je ne peux pas vous dire, ça m'a poursuivi très longtemps, cette histoire-là. Mais bon, moi je m'en fous, hein, personnellement, j'ai pas de... J'en suis pas malade. Mais je trouve ça extrêmement choquant. Et le geste je ne me rappelle même plus son nom, celui qui était en bras de chemise, là, à l'Assemblée nationale hier, qui a refusé de donner la main à Barral, le nouvel élu du Front National député, de Paris, je crois, mais je n'en suis pas sûre. Bref, il lui a tendu la main et l'autre a fait comme ça avec ses petits bras musclés. Bravo, parce que le Barral n'a rien dit. Moi, je crois que j'aurais eu du mal à ne pas lui coller une paire de gifles. Donc, heureusement, je sais pas, j'ai jamais été dans cette séquence. Vous avez failli être député à deux reprises, d'ailleurs. Mais j'ai jamais pu supporter ça. Et franchement, je n'en vois pas la pertinence. En revanche, il y a des choses qui me choquent énormément et auxquelles je ne peux pas souscrire, mais ne pas dire bonjour en tendant la main à quelqu'un dans un pays où c'est la norme. Hein. S'il fallait faire ça, je faisais ça. Hein. Moi, ça m'est égal. Mais les Anglais, les Anglo-Saxons ont tendance à ne pas donner la main nécessairement. Ça, c'est autre chose. Alors, ma dernière question, je viens de l'annoncer. Quel est l'homme que vous avez rencontré, ou la femme, ou la personnalité qui vous a le plus frappé ? dont vous gardez le souvenir le plus net? Écoutez, Vous parliez tout à l'heure de... Enfin, je ne peux pas répondre à votre place. Non. Alors, si je devais... Je pense à une personne. Si je vous disais la vérité vraie, vous seriez très sidéré. Mais c'est la vérité vraie, c'est Golda Meir. C'est vraiment... Premier ministre israélien. Oui, c'est vraiment la femme qui m'a... Parce que je dois vous faire une confidence, j'ai rarement... C'est le moment. Été impressionnée, très rarement été impressionnée par les hommes. Pourquoi? Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai un frère qui est pratiquement un jumeau. On a 11 mois d'écart. Et on a été élevés petit enfant ensemble. On n'avait jamais parlé. Non. Parce que je suis fâchée avec lui,
pas fâché d'ailleurs, mais disons que je ne le vois plus pour toutes sortes de raisons qui n'ont rien à voir avec l'histoire, que j'ai été élevée très très jeune, enfant, bébé, dans des circonstances donc en Iran, etc. Donc c'était pas, il n'y avait pas tout le confort qu'il y a aujourd'hui. Donc on nous lavait dans des bassines. Vous voyez, il n'y avait pas l'eau courante à Téhéran en 1945. Bon. Donc ça m'a donné une familiarité avec l'homme, avec les hommes, que je n'ai jamais eu vraiment avec les femmes. Je peux vous paraître surprenante, mais par exemple, j'ai des sœurs. Ça me gêne d'avoir une de mes sœurs dans l'intimité. C'est-à-dire partager une salle de bain avec une de mes sœurs me gêne. Plus qu'avec un homme. Alors qu'avec un homme que je connais à peine, ça ne me gêne pas du tout. Alors Golda Meir, pourquoi ? Parce que les femmes m'ont toujours impressionnée. Les femmes m'ont toujours impressionnée. J'ai été impressionnée par toutes sortes de femmes. Il y en a qui ne m'ont pas impressionnée du tout. Mais vous avez parlé de Marie-France Garot un jour. Marie-France Garot, je ne l'ai jamais connue, Marie-France Garot, mais j'aurais adoré connaître Marie-France Garot. Bernadette Chirac m'a impressionnée. Beaucoup. Elle est d'une intelligence, cette femme, absolument remarquable. Mais vous aimez entrer dans les arcanes des êtres que vous rencontrez. Vous m'avez parlé de Dominique Strauss-Kahn, dont nous avons parlé, parce que lui aussi, vous l'avez bien connu. Il n'est pas impressionnant, lui, pour le coup. Non, justement, c'est ça, vous dites que vous n'êtes pas impressionné par les hommes, mais vous les comprenez. François Mitterrand m'a impressionné. Vous m'avez dit, oui, François Mitterrand, vous l'avez dit tout à l'heure, il a impressionné tout le monde, il était fait pour impressionner. Mais vous avez référé Dominique Strauss-Kahn avec l'angoisse qu'il pouvait avoir, ou qu'il peut avoir, c'est un personnage très angoissé, vous me l'avez décrit, avec ce qui est arrivé dans son enfance, c'est-à-dire un tremblement de terre à Agadir, il a failli perdre la vie. Moi, c'est comme ça que je le psychote. Parce que vous psychotez les gens, hein, c'est ça. Mais parce que mes collègues me disaient toujours arrête de psychoter. Bon, c'est ce que vous faites. Et c'est ce que je fais, oui. Oui, parce que ça me permet. C'est chercher ce qu'il y a chez les êtres. Oui, mais vous savez, c'est formidable. Mais ça, c'est les bonnes sœurs qui m'ont donné cette habitude. Oui, parce que quand on essaye de comprendre, on psychote nécessairement, parce qu'on trouve des excuses. Moi, je n'ai jamais condamné personne. C'est sincère. Je n'ai jamais condamné personne. Parce que vous essayez de comprendre. Parce que en ce qui concerne les êtres humains, je pense que la seule chose qu'on ait à faire, c'est comprendre. Et je pense que le jugement, il appartient à Dieu. Donc, je n'ai pas à juger mon prochain, j'ai à essayer de faire marcher ma tête pour le comprendre. C'est Saint Jean, si ton cœur te condamne, n'oublie pas que Dieu est plus grand que ton cœur. Et je ne sais plus, enfin, c'est une citation de Marie Curie qui a dit, ou qui a écrit, je ne sais plus, il ne faut avoir peur de rien, il faut juste comprendre. Et c'est une chose que j'ai mis en application toute ma vie. À partir du moment où on comprend, on n'a plus peur. C'est merveilleux. Non, mais c'est logique. Mais vous n'avez pas peur. C'est logique. Donc vous n'avez pas peur. Parole christique. Non, mais c'est vrai. C'est Merci vraiment beaucoup, ça. Anne Mansouré. Notre conversation pourrait se prolonger beaucoup. Vous nous avez raconté 1000 choses et avec beaucoup de générosité naturelle. Je vous en remercie infiniment. Je vais essayer de terminer quand même un livre de souvenirs parce que vous ne serez plus là pour m'interviewer d'ici quelques temps, donc il faut que je... On peut recommencer. Écrivez, de toute façon, c'est toujours une très bonne chose et ça passionnera, je pense, quiconque vous lira. Mais moi, j'adore écrire. À bientôt, peut-être, Merci, si Dieu en le tout veut, cas. Anne Mansouré. Merci de votre accueil. Merci.